Merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation. Merci à vous toutes et vous tous d'être présents pour nous écouter et aussi pour échanger à la fin de cette conférence. À deux voix, donc, comme Lydie vient de le rappeler, donc je commencerai par faire la première partie de la présentation en une vingtaine de minutes, et Nicolas Palierne est là à côté de moi pour me donner des coups de coude parce que je risque fort de déborder. Nicolas donnera la deuxième partie. Donc moi, je vais m'intéresser à la question de la confiance, de la place et du rôle et des formes de confiance dans l'espace familial. Le son est un petit peu bizarre là au niveau du retour. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Il y a un écho. Ah oui, c'est normal. Donc le rôle, la place et les différentes formes de confiance dans la gestion des sorties et des consommations de produits psychotropes chez les jeunes. Et Nicolas Palierne, lui, enchaînera davantage sur les limites de la confiance dans cette gestion des sorties et des consommations. Donc moi, j'ai plutôt le rôle d'essayer de mettre en évidence l'importance et la place de cette confiance entre les parents et les jeunes, les adolescents en particulier. Je vais préciser la méthodologie, mais il ne s'agit pas de passer à côté des limites éventuelles. Donc là, je suis passé rapidement, c'est juste la couverture du livre dont il a été question tout à l'heure et qu'on dédicacera avec plaisir tout à l'heure pour celles et ceux que ça peut intéresser. Alors, cette étude vise à comprendre... Ah oui, c'est bien lisible. Vise à comprendre la gestion des pratiques genrées de sortie et de consommation de produits psychotropes au sein des relations familiales. Donc, produits psychotropes, ça n'est pas précisé, mais il faut entendre l'alcool, le tabac, le cannabis, les autres drogues, tous les produits psychoactifs, finalement, qui interviennent pour modifier le psychisme et qui comportent un certain nombre de risques, en tout cas sur le plan sanitaire, du point de vue de la santé publique. Donc finalement, notre propos, c'était dans un premier temps d'étudier cette gestion des sorties et des consommations des jeunes, du côté de l'éducation parentale, et on a croisé, chemin faisant, cette notion et puis l'importance de cette notion et de la réalité de ce qu'elle désigne, la confiance, la place de la confiance finalement dans la gestion des sorties et des consommations. Donc du coup, l'objectif est d'éclairer aussi bien la gestion des consommations et des risques que le fonctionnement familial, d'éclairer l'un par l'autre. En quoi la gestion des consommations et des sorties des jeunes interroge, interpelle, voire met à mal le fonctionnement familial, parental notamment, et en quoi vice-versa, finalement, le fonctionnement familial, il est révélé, il est... Enfin, ou plus exactement, il nous permet de mieux comprendre ce qu'il en est des consommations et de la gestion des consommations des jeunes. Donc, notre recherche s'est focalisée progressivement sur cette relation de confiance parce qu'elle est apparue, effectivement, dans les discours que nous avons recueillis en particulier, comme un mode privilégié des rapports entre les parents et les jeunes. Peut-être tout particulièrement au moment de l'adolescence. Et on verra pour les différentes raisons pour lesquelles la confiance apparaît si importante, souvent en tout cas, au sein des relations familiales. Elle se trouve elle-même mise en jeu et mise à l'épreuve, cette confiance, cette relation de confiance, par les sorties, par les consommations éventuellement des jeunes. Donc du coup, voilà, l'entrée nous a paru tout à fait pertinente et de fait, l'analyse nous a permis nous-mêmes de découvrir beaucoup de choses sur les relations intrafamiliales et cette gestion des sorties et des consommations. L'adolescence étant effectivement un moment assez charnière, assez compliqué, assez ambigu, assez ambivalent, c'est bien connu, y compris du point de vue des relations entre les parents et les jeunes, au niveau d'un certain respect finalement d'une vie personnelle, d'une vie à soi que les jeunes développent progressivement au cours de l'adolescence notamment, et du coup de la remise en question des modèles éducatifs traditionnels qui peuvent être davantage fondés lorsque les jeunes sont enfants sur l'autorité, sur des interdits, etc. Alors, à l'adolescence, le problème se pose de la régulation et de la gestion de l'interdit, des autorisations, des limites qui sont ou non posées par les parents. Donc les règles, effectivement, peuvent, et souvent d'ailleurs, changent et évoluent vers un modèle qu'on a appelé de négociation coopérative et un modèle d'interdépendance, finalement, entre les jeunes et les parents, dans la nécessité, pour les jeunes, de construire une vie à soi et aussi de construire une autonomie, d'apprendre, finalement, à être autonome et à vivre par eux-mêmes.
Au niveau des hypothèses, on en a formulé un certain nombre. Les sorties et les consommations peuvent représenter effectivement un risque et une déviance, tant à l'égard des normes sanitaires, du point de vue de la santé, donc, des jeunes, que des normes et de la confiance familiale. Et ça n'est pas forcément la même chose, puisque les normes sanitaires ne sont pas forcément toujours véhiculées au sein des familles. Il peut même y avoir contradiction entre les deux. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir un ensemble de risques, identifiés ou non par les parents, du point de vue des sorties des jeunes. Et en fonction notamment du genre des jeunes. On y reviendra tout à l'heure. L'hypothèse générale, finalement, était de poser que cette relation de confiance, c'est pas moi, ça va non. L'hypothèse générale de cette étude pose finalement la confiance comme une sorte de passage obligé dans le cadre de l'autonomisation et de la responsabilisation. Les deux mots-clés de notre recherche sont ceux-ci, autonomisation, responsabilisation, et la tension qu'il y a entre les deux. L'autonomisation renvoyant à une demande des jeunes, notamment, bien sûr, une demande qui se fait souvent, pas toujours, de plus en plus forte, à mesure que les jeunes grandissent et cherchent à avoir leur vie à eux, plus ou moins distante des normes et des règles parentales. Et la responsabilisation, c'est du point de vue des parents de ne pas, enfin de s'efforcer tant que faire se peut, quoique ce soit variable selon les familles et les milieux et les origines sociales, s'efforcer de faire en sorte que les jeunes prennent en charge notamment leur santé et les risques qu'ils courent et qu'ils prennent dans leur pratique, dans leur consommation, dans leur sortie. La confiance, d'ailleurs, elle-même peut devenir l'objet d'un apprentissage, du coup, en rapport avec l'acquisition progressive de cette autonomie, de la responsabilité, mais aussi, bien sûr, en relation avec le développement de la confiance en soi. Au final, côté parents, du point de vue des hypothèses en tout cas, on posait que la relation de confiance rendait possible une supervision des activités plutôt qu'une direction. C'est-à-dire que l'intérêt, on va le voir pour les parents, de la relation de confiance, c'est finalement d'éviter l'interdit qui apparaît très souvent et très rapidement inefficace, mais d'autoriser, par ce mode de relation spécifique de la relation de confiance, d'autoriser finalement une supervision des sorties, des consommations, en tout cas d'avoir un certain retour de la part des jeunes sur leurs activités, sur leurs pratiques, en dehors de la famille. Et côté jeunes, cette relation de confiance offre, bien sûr, une marge de liberté qui peut supposer l'application de normes parentales, certes, mais aussi offrir les conditions d'une émancipation déviante, selon que la confiance est partagée entre les parents et les jeunes, ou alors exploitée, notamment par les jeunes. Au niveau de la méthodologie, je vais être assez bref, on pourra y revenir si vous le souhaitez. En tout cas, on a mené toute une série d'entretiens auprès de jeunes de divers cursus scolaires, au niveau d'un lycée général et technologique, une maison familiale rurale, un lycée professionnel et un CFA, un centre de formation des apprentis. On a mené une quarantaine d'entretiens auprès des jeunes et une vingtaine d'entretiens auprès des parents. Alors au niveau des usages sociaux de la confiance, on en a dégagé 4. J'accélère un petit peu par rapport aux diapositives parce que j'ai déjà pris du retard en fait, je crois. En fait, voilà, ce qui est important dans cette diapo, ce sont les 4 formes de confiance que nous avons identifiées. La confiance comme idéal, la confiance comme calcul, la confiance comme contrat, la confiance comme contrainte pragmatique. Tout ça, ça va s'éclairer par la suite. D'abord, la première, je vais décliner les 4 que je viens de nommer, l'idéal de la confiance. Effectivement, il est apparu très clairement dans les entretiens que nous avons menés, et en particulier avec les parents, qu'il y avait dans les discours une importance centrale, souvent donnée à cette question de la confiance, qui était posée comme un idéal plus ou moins inaccessible, certes, mais en tout cas un idéal, c'est-à-dire l'idéal, ce serait finalement de promouvoir une éducation non directive où les jeunes, les enfants, les adolescents se comporteraient comme on souhaiterait, on voudrait qu'ils se comportent sans avoir à intervenir, sans avoir à interdire. Donc voilà, il y a un idéal de la confiance qui est aussi intéressant pour les parents parce que ça permet de dormir en paix aussi, lorsqu'on se sent en confiance du point de vue des sorties et des consommations de ces jeunes, de ces ados. Donc, avec des variations, cela dire, importantes selon les milieux sociaux, c'est sûr que ce discours sur la confiance comme idéal,
Il apparaît beaucoup plus dans les classes moyennes et supérieures que dans les classes populaires, clairement. Mais néanmoins, les familles populaires qu'on a interviewées mettaient quand même en évidence cet idéal de la confiance, où l'éducation, finalement, n'aurait rien de restrictive et encore moins de punitive, et s'appuierait finalement sur la sagesse, sur la responsabilité présumée, souhaitée, voulue des jeunes. En fait, l'idéal de la confiance exige de ne pas chercher, c'est ça qui est important, de ne pas chercher à contrôler ni surveiller les jeunes, leur sortir leur consommation, en tout cas le moins possible, en s'en remettant à la sagesse et à la responsabilité. Avec l'espoir finalement que les choses se passent bien, avec l'espoir d'avoir transmis sur le plan de la socialisation et de l'éducation suffisamment de consignes, de choses pour que finalement il n'y ait plus à intervenir et que les choses se fassent naturellement sans avoir à intervenir de façon punitive. Le problème de cet idéal de la confiance, c'est qu'il risque toujours d'être trahi. À partir du moment où on fait confiance de façon absolue, de façon inconditionnelle, que ce soit auprès de ces jeunes ou de quelqu'un d'autre, le risque, c'est d'être personnellement déçu. C'est la déception. On verra qu'il y a d'autres risques que courent les autres formes de confiance. Donc l'idéal de la confiance qui est très fort, qui est très important, qui est très central. On a quand même repéré, à l'inverse pourrait-on dire de cet idéal, un usage de la confiance, un usage calculateur de la confiance. Alors côté des jeunes, ça va de soi, hein, la confiance qui peut être accordée de façon quasi unilatérale peut être instrumentalisée en misant sur la naïveté parentale, sur leur ignorance. Donc nombre de jeunes nous ont dit qu'ils faisaient un petit peu comme bon leur semblait, à partir du moment où leurs parents leur faisaient confiance, a priori. Et bien sûr, ça supposait de ne pas rendre compte, le moins possible en tout cas, de tout ce qu'on fait en soirée, de tout ce qu'on consomme, etc. Donc là, il peut y avoir une instrumentalisation de cette confiance pour adopter un comportement qu'on peut qualifier de déviant au sens de la sociologie de la déviance. Déviant du point de vue des normes parentales en tout cas. Côté parents, en fait, ce calcul, cette confiance comme calcul peut aussi être instrumentalisée pour obtenir un comportement conforme. C'est-à-dire, pas forcément du chantage, et néanmoins, on n'est pas très loin. Hein. Si tu veux que j'ai confiance et que je te laisse une marge de liberté, il faut tout me dire sur ce que tu fais. À partir du moment où il y aura la transparence totale, que je saurai tout, alors je te ferai confiance. Donc du coup, effectivement, il y a un marchandage, hein, sinon pire, dans ce type d'usage de la confiance. Alors, le type de confiance qu'on a identifié, enfin le troisième type ou la troisième forme de confiance, c'est celle qu'on a appelée la confiance comme contrat ou le contrat de confiance, tout simplement. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un contrat implicite, parfois explicite, qui est noué entre les parents et les jeunes sur les conditions, finalement, de la liberté ou de la marge de liberté qu'il leur est accordée en termes de sortie et en termes de consommation. L'idéal renvoie au risque de déception, je l'avais dit tout à l'heure. Le calcul ne respecte pas le principe de sincérité et d'équilibre, effectivement, qui est aujourd'hui si important dans les relations familiales, entre les parents et les jeunes notamment. Le contrat, lui, se propose comme une solution négociée et exigeante. Le contrat de confiance suppose que la confiance et ses clauses soient explicitées. Sinon, il ne peut pas y avoir de contrat de confiance si finalement les jeunes ne sont pas au courant de ce que les parents attendent d'eux. Et accepter, bien sûr, il ne suffit pas d'être au courant, il faut qu'il y ait une forme d'acceptation par les individus, aussi bien les jeunes que les parents, qui sont dès lors définis et considérés et même aussi construits comme autonomes et responsables. Donc en fait, finalement, le contrat de confiance à la fois présuppose et produit cette autonomie responsable si recherchée. On ne peut faire confiance qu'en quelqu'un à qui on accorde suffisamment d'autonomie et de responsabilité pour agir comme il nous semble bon que l'autre agisse. Et en lui accordant la confiance, on ratifie, on valide finalement cette autonomie et cette responsabilité. Donc finalement, il y a un petit peu un cercle vertueux, et non pas vicieux, qui entretient l'autonomie responsable. Donc le non-respect des règles renvoie par contre au sentiment de trahison, à partir du moment où il y a eu négociation, où il y a eu contrat, et il permet, ce non-respect,
d'activer la possibilité de la sanction. À l'inverse de l'idéal de confiance qui, finalement, on peut se sentir trahi, mais on n'a pas forcément de raison de sanctionner parce qu'il n'y avait pas de contrat quasiment signé, en tout cas implicitement avec son jeune, c'est le cas de la confiance comme contrat. Et enfin, dernier point, la confiance comme contrainte pragmatique. Donc, la quatrième forme de confiance, puisqu'il est apparu en fait que par-delà les discours, par-delà les choix que les parents disaient faire, enfin les choix ou en tout cas le travail, l'élaboration pédagogique, éducative qu'ils essayaient de mettre en place pour avoir finalement du côté de leurs jeunes, de leurs adolescents, le moins de risques pris lors des sorties et des consommations. Tout ça, reposant sur la confiance ou une part de confiance, il est apparu que les parents n'avaient pas le choix, tout simplement, que de s'appuyer, que de transformer en fait cette relation de confiance en outil pédagogique. Donc c'est aussi par nécessité que la confiance se développe autant dans les relations familiales. C'est que les parents, concevant la plupart du temps qu'ils ne peuvent pas interdire, soit de sortir, soit de consommer, ils peuvent éventuellement utiliser la stratégie de réduction des risques. C'est le maximum souvent qu'on peut espérer en tant que parent, avec les prises de conscience, effectivement, des risques encourus, etc., la discussion, le dialogue. Mais voilà, l'interdit a été assez unanimement considéré comme totalement inefficace. Donc la relation de confiance résulte d'un compromis, en résumé, entre les normes sociétales et familiales, l'amour, la transparence, la non-violence, l'échange, considéré comme si fondamental dans l'éducation familiale et parentale. De l'autre côté, les exigences d'autonomisation des jeunes, exigence qui vient des jeunes, mais qui vient aussi de la nécessité pour les jeunes, à un moment donné, de se montrer autonomes dans leur vie adulte. Et puis, les injonctions parentales à la responsabilisation, c'est-à-dire autonomisation, oui, mais conditionnée par le respect d'un certain nombre de clauses, si elles ont été explicitées et acceptées par le jeune. Comme il est de plus en plus difficile d'interdire, c'est ce que je viens de dire, à mesure que les jeunes grandissent et s'approchent de l'âge adulte notamment, mais que tout ne peut pas être accepté, alors la confiance devient à la fois une obligation et un outil avec lesquels les parents, comme les jeunes, peuvent jouer. Une obligation et un outil qui comporte, certes, tout un ensemble de limites. Nicolas, je te passe la parole. Merci Ludovic. Donc, Ludovic venait de vous présenter les différents usages, les différentes formes que la relation de confiance pouvait prendre dans les familles. Moi, maintenant, je vais plutôt vous présenter la forme que cette relation de confiance prend dans les différents contextes, puisque vous pouvez vous en douter que cette relation de confiance va être structurée par tout un ensemble de dimensions sociales, contextuelles. Donc, on a essayé de les identifier. On en a retrouvé 4 grandes qui modulent cette relation de confiance. Là aussi, on va vous les présenter, enfin je vais vous les présenter les unes après les autres. La première, c'est assez attendu, les normes et les pratiques familiales de consommation. On peut bien se douter que la confiance ne va pas prendre le même sens selon les pratiques de consommation des parents eux-mêmes. La deuxième dimension, c'est l'encadrement des sorties. Donc les règles qui sont instituées sur ces sorties, dans lesquelles on va retrouver aussi le poids du genre dans cette dimension. La troisième, c'est le rapport entretenu des jeunes à la famille, c'est-à-dire que les consommations en elles-mêmes sont aussi une manière de signifier une qualité de la relation aux parents. Et puis le dernier point, c'est le rapport entretenu par la famille à l'égard du monde et de ses dangers. Donc on a mis danger entre guillemets, puisque c'est bien ici la manière dont les familles se représentent, la famille et les jeunes se représentent les dangers associés aux consommations. Sur la première dimension, les parents vont transmettre de façon générale, en termes de socialisation familiale, tout un ensemble de dispositions, à la fois à l'égard des produits, mais ces dispositions vont fluctuer selon la culture des parents et puis leurs propres pratiques de consommation. Donc ces dispositions, elles vont fluctuer selon la nature même des produits. Ils ne vont pas forcément adopter les mêmes positions à chaque fois selon le tabac, selon le cannabis, selon l'alcool. Notamment, alors généralement les autres drogues sont plutôt perçues très négativement, mais en tout cas il y a des variations sur les 3 principaux produits consommés par nos jeunes.
Donc on comprend que dans ces variations-là, le seuil du normal et de la déviance va lui aussi fluctuer et que le niveau d'alerte qui entraîne des réactions parentales va varier et là aussi va varier non seulement selon l'origine sociale des parents mais aussi plus fortement selon le genre puisqu'on va retrouver des variations importantes au regard du parcours de consommation des parents eux-mêmes. Donc on va schématiser un petit peu parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans tous les nuances, mais on retrouve, et statistiquement on le retrouve, les hommes vont être encore les plus gros consommateurs de tabac, d'alcool, mais aussi de cannabis, et les écarts entre les hommes et les femmes vont d'autant plus s'accroître que les consommations sont importantes. Donc on va retrouver ça du côté des parents, et l'attitude donc des pères ou des mères va être différente à l'égard des consommations de leurs jeunes, mais aussi à l'égard du sexe de leurs jeunes, ou du genre de leurs jeunes. Donc la relation de confiance, vous l'aurez deviné, ne va pas prendre le même sens, y compris même sous la forme du contrat, ne va pas produire les mêmes effets selon les pratiques et les normes parentales associées à ces consommations-là. Et c'est-à-dire que la relation de confiance peut très bien exister et être bonne avec les parents, mais ce n'est pas forcément un gage de prévention au regard des normes sanitaires à partir du moment où les parents eux-mêmes n'ont pas des pratiques conformes aux normes sanitaires. Je veux bien que tu passes la deuxième diapo, Ludovic. Donc sur la deuxième dimension, sur l'encadrement des sorties, Ludovic vous a présenté les enjeux autour de cette autonomisation responsable. Les parents vont donc se retrouver dans une double contrainte associée justement à cette relation de confiance qui se développe dans le cadre de l'adolescence, où d'un côté, les parents sont dans l'attente d'une qualité d'information assez suffisante pour pouvoir justement être dans la confiance. Ils ont besoin d'avoir un minimum d'informations. Et puis de l'autre, ils doivent aussi éviter justement d'avoir trop d'informations, puisque s'il y a une recherche presque inquisitrice de l'information, la relation de confiance n'est pas respectée. Donc ils doivent essayer de trouver un équilibre entre ces deux contraintes-là. Du côté des jeunes, eux aussi vont être pris entre deux pôles, où d'un côté il y a ce qu'on a appelé la transparence, c'est l'idée que ces adolescents, ces jeunes racontent tout ce qu'ils font à leurs parents, et puis de l'autre côté, l'autre extrême, c'est la double vie, c'est-à-dire qu'il y a un pan de leur existence entier qui n'est même pas soupçonné du côté des parents. Et entre les deux, on va retrouver, Ludovic vous en a parlé, ce qu'on a appelé donc la vie à soi, c'est-à-dire justement ce pan qui n'est pas forcément partagé aux parents, mais qui est légitime dans le cadre de cette autonomisation, qui est reconnu comme pouvant exister, alors que dans la double vie, au contraire, le pan qui est caché ne serait pas, s'il était connu, perçu et accepté du côté des parents. Donc les jeunes aussi, et on comprend la complexité dans la relation aux parents, peuvent, le seuil justement de ce qui est autorisé dans le cadre de la vie à soi va pouvoir varier, et là aussi on va retrouver des variations du côté du genre, puisqu'on va avoir une plus grande tolérance, on va accorder plus de liberté aux garçons qu'aux filles. Et donc l'espace de la vie à soi peut être plus large, plus étendu du côté des garçons. Et dans le cadre justement du respect attendu autour de la vie à soi, on va retrouver, je reviendrai dessus en conclusion, certains paradoxes, puisque justement l'autorisation d'avoir une vie à soi peut mettre à mal, ou en tout cas peut créer des paradoxes, voire des contradictions avec la relation de confiance. Je reviendrai dessus en conclusion. Le troisième point, c'est le rapport donc, que les jeunes entretiennent à la famille par le biais de ces consommations, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on renverse un petit peu la focale, c'est-à-dire qu'est-ce que la consommation nous dit du rapport à la famille en elle-même. Et ici, il s'agit d'exprimer le rapport aux parents. Alors peut-être pour vous aiguiller un petit peu, pour illustrer le propos, je peux rapporter les propos d'une jeune fille qui nous disait, pour ma mère, le tabac, c'est le diable, ce sont ses termes, hein. Donc elle était en conflit avec sa mère, et donc elle s'est mise à fumer uniquement pour emmerder sa mère. Donc elle avait décidé de prendre le tabac. Donc c'est simplement pour vous montrer que la consommation en elle-même peut servir justement de moyen d'exprimer une qualité de relation aux parents. Et là encore, on a essayé de dresser des typologies. Donc on va retrouver dans la manière d'exprimer cette qualité relationnelle, d'un côté un pôle confiance-modération, qui en soi est assez circulaire, c'est-à-dire que
À partir du moment où les consommations sont relativement modérées, eh bien, on peut d'autant plus facilement pouvoir en parler avec ses parents. Et puis de l'autre côté, un pôle défiance-excès, où là aussi, à partir du moment où on sait que les consommations, notamment quand elles sont importantes, vont moins facilement être acceptées du côté des parents, eh bien, on aura plutôt tendance à les taire ou à les cacher. Donc sur cet axe-là, sur ce continuum entre ce pôle confiance-modération et défiance-excès, on va là aussi retrouver la dimension du genre, puisque là aussi, de manière tendancielle, on va retrouver davantage de filles du côté du pôle modération-confiance, et puis du côté défiance-excès, davantage de garçons. Donc on voit que l'absence de confiance, voire la défiance, eh bien, s'associe donc à des modes de consommation et de sortie du côté des garçons qui peuvent atteindre ou viser la mise en danger de soi, voire les autres. On pense notamment à la conduite sous emprise, que ce soit de cannabis, de drogue ou d'alcool. Dernière dimension dans les limites de la confiance, c'est le rapport qu'entretiennent les jeunes et les parents à l'égard du monde. Donc, ce qu'on voit dans les entretiens qu'on a réalisés, c'est que les risques majeurs des alcoolisations, notamment, sont spontanément considérés par toutes et tous, que ce soit les parents et les jeunes, comme des risques externes et collatéraux. C'est-à-dire que le risque alcool, alors le risque alcool, ce qu'il faut entendre par là, c'est à la fois la toxicité de l'alcool, vous le savez, notamment par exemple sur le plan du développement de nombreux cancers, mais aussi sur le risque addictogène de l'alcool. Ces deux grands facteurs de risque ne sont quasiment pas évoqués ou très peu dans les entretiens. Ce sont surtout les risques associés en termes notamment de risques routiers, et de risques sexuels qui vont être évoqués dans les entretiens. Donc le risque de routier avec la conduite sous état d'ivresse notamment, donc principalement l'alcool, puisque c'est quand même le avec le tabac, mais bon, a priori on peut avoir fumé une cigarette et prendre le volant. Donc c'est plutôt par rapport au risque de l'alcool, c'est vraiment le premier risque qui est souvent évoqué qui est majoritairement évoqué par les parents. Là aussi, on va retrouver des dimensions du genre, puisqu'on a plutôt des comportements qui sont plutôt masculins. Et puis l'autre risque majeur, c'est celui de subir des violences sexuelles. Et celui-ci va être une peur majoritairement portée sur les adolescentes. Ce qui fait qu'on retrouve, et là aussi il y a toute une littérature dessus, les parents, les mères, mais aussi les pères, essayent d'éduquer ou éduquent leurs filles à gérer justement les risques associés à ces violences sexuelles-là. Donc il faut rappeler que l'enquête avait été faite en 2015, donc bien avant les mouvements MeToo, l'affaire Weinstein et autres. Donc il n'y avait pas cette ampleur médiatique et politique autour des violences quand on avait fait les entretiens. Et c'était surtout la peur notamment du viol. Alors c'est aussi le stéréotype qui malheureusement, en tout cas qui est toujours véhiculé, la peur d'être agressé sur un espace public par un inconnu, et notamment la peur dans le cadre des soirées d'être victime de GHB. Alors, l'effet du contexte fait qu'aujourd'hui, on a à nouveau cette polémique qui revient, mais dans le contexte, c'était surtout cette crainte-là qui a été associée, et donc on demandait aux jeunes filles de se responsabiliser en tout cas d'essayer de se mettre le plus possible à l'abri pour ne pas subir ces violences-là. Et à l'inverse, on n'avait quasiment aucune éducation qui était donnée du côté des garçons, c'est-à-dire qu'on n'envisageait jamais, les parents n'envisageaient jamais que leurs adolescents puissent être auteurs eux-mêmes de violences sexuelles. Donc il n'y avait pas du tout d'éducation et de prévention de ce côté-là, du côté des garçons. L'éducation et la prévention, elle était encore portée sur les jeunes filles qui étaient responsabilisées pour se protéger par rapport à ces violences-là. Je vais terminer donc en conclusion, il nous reste quelques minutes. Donc la confiance apparaît bien au regard des différentes caractéristiques qu'on a pu vous présenter, eh bien, comme un outil de la régulation familiale. On a essayé de synthétiser ça au regard de 3 processus. Le premier, eh bien, la confiance apparaît comme une forme de délégation du contrôle parental direct vers un contrôle de soi. La deuxième forme de processus, eh bien, c'est le contrôle parental indirect. Et puis enfin, et c'est là où est tout le paradoxe, c'est que la confiance comme régulation peut aussi procéder à une forme de normalisation des pratiques juvéniles potentiellement déviantes. Donc je vais revenir sur chacun des points.
Donc sur le premier, sur la délégation du contrôle parental direct vers un contrôle de soi, eh bien la confiance implique une émancipation progressive à l'égard du contrôle parental, notamment quand les enfants sont plus jeunes. Et ce qui, en fait, dans ce processus-là, eh bien, les parents attendent qu'il y ait de moins en moins de rappels directs des règles parentales et que finalement ces jeunes-là les intériorisent. Et la confiance est censée produire, ou en tout cas tester cette intériorisation-là. On va moins rappeler les règles, on va dire « je te fais confiance » parce qu'on estime justement que les règles dorénavant sont maîtrisées, sont acquises, et la relation de confiance permet d'une certaine manière de tester ou au moins de déléguer ce contrôle parental. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin je vais te faire confiance, je te laisse sortir, tu connais les règles, et maintenant je vais voir si tu les as bien acquises. Et on voit en fonction de la nature même de la relation, est-ce qu'il va y avoir sanction si elles ne sont pas respectées, mais en tout cas on est dans cette configuration-là qui renvoie plus simplement à une intériorisation via l'association familiale. Le deuxième processus, c'est le contrôle parental indirect. Je veux juste que tu repasses à la diapo suivante. Le contrôle parental indirect, c'est-à-dire que, c'est ce que Ludovic vous a présenté aussi tout à l'heure, on voit que la relation de confiance implique un espace d'échange et de dialogue. Et ici, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il y a toute une littérature aussi qui consacre dans l'éducation parentale à travers deux dimensions, une dimension de contrôle et une dimension de soutien. Mais ce qu'on voit ici, c'est que la relation de confiance, en fait, joue un petit peu sur les deux tableaux à travers le dialogue. C'est-à-dire que la proximité, mais aussi bien affective, émotionnelle, la qualité des échanges qu'on peut avoir avec ces adolescents sont aussi une manière de pouvoir contrôler indirectement les jeunes, puisque c'est aussi à travers cette proximité dans la communication qu'on peut avoir une forme de contrôle parental. C'est effectivement une forme de soutien parental, mais c'est aussi la voie pour un contrôle parental au moins indirect. Et enfin, le paradoxe de cette relation de confiance comme outil de régulation familiale, c'est que la tension qui existe autour de cette vie à soi, qui est légitime au moment de l'adolescence et dans la vie adulte, va ou peut prôner le recours au secret, voire au mensonge, dans une relation qui revendique pourtant la transparence communicationnelle. C'est-à-dire ici, puisqu'il est légitime d'avoir une vie à soi, il est légitime que les parents ne sachent pas tout. Et là, on n'a pas le temps de développer, peut-être que ce sera autour des questions, mais c'est l'idée justement que les parents acceptent que finalement, il puisse y avoir des pratiques potentiellement déviantes dont ils ne peuvent pas forcément avoir la source au nom justement de la vie à soi. Et on voit en ce sens que la relation de confiance peut aussi produire cette normalisation de pratiques potentiellement déviantes au regard des normes parentales et qui sont pourtant acceptées du côté des parents. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci de votre écoute. Allez-y. Oui, il y a aussi un paradoxe que vous pouvez peut-être développer, mais quand les règles ne sont pas dites, comment peuvent-elles s'intérioriser ? Je pense aux garçons à qui on ne dit rien de leur potentiel pouvoir prédateur. Voilà, c'était juste une petite remarque. Non, vous avez tout à fait raison. Ça rejoint justement, notamment sur ça rejoint les deux dimensions. L'idée justement que, en tout cas à l'époque, peut-être que ça aurait peut-être changé. L'intérêt, ce serait de refaire certainement une enquête après tous ces mouvements de dénonciation des violences. Mais à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas de propos dans les parents interrogés d'une éducation portée justement sur la prévention et sur le côté acteur du côté des garçons. C'était là encore la seule responsabilité, elle était imputée aux jeunes filles.
Et ensuite, ça renvoie aussi à la forme du contrat de confiance, c'est-à-dire qu'effectivement, ça nécessite d'expliciter pleinement les règles, plutôt que de poser justement la confiance. Et là, ça renvoie plutôt aux formes de la confiance comme idéal, où on estime, sans forcément les avoir explicitées, ce qui est attendu du comportement des adolescents. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non, mais effectivement, là, vous pointez quelque chose de fondamental, et on a essayé de le faire aussi, sans doute plus dans le livre que dans la présentation, là où on a voulu dire beaucoup de choses, et finalement, toutes les choses sont survolées. Mais effectivement, là, c'est un angle mort de l'éducation parentale, et sans doute de l'éducation à la sexualité, comme on dit tout court. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, ce sont les filles massivement qui sont considérées comme, bien sûr, à risque, massivement, et qui doivent prendre en charge systématiquement ce ou ces risques dès qu'elles mettent un pied dehors, quoi. Et comme si, effectivement, du point de vue des parents, puisque nous, on a étudié les parents, là, et non pas ce qui se passe à l'école, par exemple, en termes d'éducation à la sexualité, même si on sait qu'il ne se passe pas grand-chose, mais du côté des parents, ce qui était très clair, c'est que en même temps, on peut le comprendre. Hein. C'est très dur de se percevoir comme un parent d'un garçon, par exemple, qui finalement, qui est tout gentil et tout ça, et qui néanmoins finalement peut commettre une infraction, un délit, un crime, un viol, une agression sexuelle, pour différentes raisons et dans certaines circonstances, etc. Et c'est clair que... Alors, il faudrait voir ce qu'il en est maintenant aujourd'hui. Moi, je ne suis pas sûr que tous les mouvements qui ont eu lieu... dans un pays comme la France, en tout cas, tente à remettre en question le grand partage, en fait, hein, entre la prise en charge par les filles du risque sexuel, du risque de grossesse, etc., et puis la liberté tellement grande à côté, laissée aux garçons, et parfois, du coup, la possibilité pour eux, qui n'ont pas été du tout éduqués contre ça, de ne pas s'occuper de la prévention, et de ne pas s'occuper aussi voilà, au niveau de la violence sexuelle. Donc oui, là, dans ce cas-là, lorsqu'il n'y a pas de transmission du côté des garçons, là, c'est difficile, quelque part, presque de leur reprocher d'eux. Hein. C'est comme si ça devrait être inné. Lorsqu'on est un individu autonome et responsable, eh bien, on doit s'abstenir d'eux. On pourrait le souhaiter, bien sûr, on pourrait le vouloir, mais s'il n'y a aucun message, et même enfin, si peu de sanctions aussi, hein, derrière, oui, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, cette dissymétrie, elle est aujourd'hui, je présuppose en tout cas, encore massive. Hein, cette délégation du côté des filles et puis des parents, et parmi les parents, c'est-à-dire les mères, voilà, de mettre en garde systématiquement leurs filles. Il vaut mieux rester chez soi, finalement, au fond. C'est là qu'on court le moins de risques. Or, on sait que ça n'est pas vrai, par ailleurs, parce que c'est là qu'on court le plus de risques. Tout comme par rapport aux consommations, où on croit que finalement, à partir du moment où on ne prend pas le volant, à partir du moment où on reste couché là où la soirée se déroule, bon voilà, l'essentiel, voilà, les parents sont rassurés, ils sont confiants. Or, aussi bien en termes de consommation et aussi en termes de risque sexuel, c'est là qu'ils sont majorés. D'autant plus d'ailleurs que les jeunes restent dans leur entre-soi, il n'y a plus que là que le risque finalement peut être logé de toute façon. Donc ça renforce encore le risque de ce risque-là. Tout à fait. Merci pour votre intervention. Et j'avais une question sur le concept de responsabilisation. Parce qu'en effet, on l'entend beaucoup, donc tu es censé être responsable, donc il y a une responsabilisation de plus en plus tôt, en fait, des jeunes, j'ai l'impression. Et est-ce qu'on peut réellement être responsable quand on vit encore avec ses parents, qu'on ne s'occupe pas de la cuisine ni du ménage, qu'on n'a pas vraiment sa vie à porter, si ce n'est juste, c'est déjà beaucoup, mais aller à l'école et être avec ses amis. Donc comment est-ce que vous définissez ce principe-là de responsabilité? En fait, on l'a défini essentiellement en rapport aux sorties et aux consommations. C'est-à-dire la responsabilité de la prise en charge de soi, de ses consommations, des conséquences de ses consommations, en termes, par exemple, de sanitaires, essentiellement. Donc effectivement, on n'a pas du tout interrogé ce qui se passait à l'intérieur de la maison, enfin en tout cas très peu. On a surtout interrogé aussi bien les pratiques que les discours qui pouvaient porter sur
une transmission finalement d'une prise en charge de soi en dehors et d'une prise de conscience des risques. Inégalement partagés, c'est-à-dire que selon les parents, selon les familles qu'on a interviewées, il pouvait y avoir effectivement des vrais discours, des vrais échanges sur les risques, y compris en termes sexuels, par rapport aux grossesses, par rapport aux violences, là, essentiellement du côté des filles, où c'est d'ailleurs le premier risque qu'elles affrontent au sein de la famille et en dehors de la famille, le risque sexuel, sans doute même avant le risque au niveau de l'alcool au volant. Mais voilà, c'est vraiment sur ce plan-là. C'est la responsabilisation, non pas dans l'absolu et des êtres responsables, mais sur la question de la prise en charge des conséquences de ces actes lors des sorties et des consommations de psychotropes. Donc c'était assez limité sur ce terrain-là, de la responsabilisation. Oui, j'ai une question. Je voudrais savoir comment quelqu'un peut devenir prédateur, enfin quelles sont les causes, et d'autre part, qu'est-ce que la société peut faire pour prévenir ces choses-là, parce qu'au niveau de la famille, c'est peut-être pas toujours facile. Donc voilà. Merci. C'est moi qui prends la parole. On n'aura peut-être pas forcément toutes les solutions. Alors, le propos n'était pas forcément de réfléchir et d'interroger sur les causes de la prédation, puisque là, on a eu quelques cas de témoignages, aussi bien du côté alors, plus particulièrement du côté des filles. On a eu 2-3 filles, effectivement, qui nous ont décrit des agressions sexuelles, voire des viols. Et du côté des garçons, c'était toute l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, finalement, n'évoquaient pas forcément certains comportements sous les termes, justement, de violence sexuelle ou de viol. Le cas, par exemple, c'était un jeune garçon qui évoquait une soirée où, finalement, il y avait eu un rapport sexuel avec une personne qui avait fortement bu. Et la question du consentement, forcément, était dans l'interrogation, puisque est-ce que la personne était consentante au moment des faits ou pas? Et avec l'emprise des produits, c'est toujours cette ambiguïté-là. Donc on n'a pas forcément, nous, travaillé sur les causes de comment on devient prédateur, mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut peut-être rappeler des définitions de ce qu'est un viol, de ce qu'est une agression sexuelle, et ça paraît important en termes de prévention et d'éducation pour que, notamment les jeunes garçons, sachent ce qu'il en est du comportement. Et qu'effectivement, coucher avec une jeune fille qui n'est plus forcément en capacité d'exprimer son consentement, ce serait peut-être déjà une première question à se poser en termes d'éducation. Oui, j'irais dans le même sens, c'est-à-dire, je suppose, c'est autour de cette question du consentement et toute la difficulté qu'il y a derrière aussi à définir qu'est-ce que ça veut dire le consentement et à partir de quel moment on peut être sûr que la partenaire ou le partenaire est véritablement consentant. Donc c'est tout un... Mais par rapport à l'exemple qui était donné par Nicolas tout à l'heure, c'est vrai que y avait un garçon qu'on avait interviewé qui racontait finalement avoir abusé pratiquement d'une fille qui avait trop bu, qui disait le regretter. Alors devant l'enquêteur, c'est toujours bien de dire qu'on regrette certains actes, mais qui ne qualifiait pas ces actes de viol, il les qualifiait de vol. Il disait en fait c'est comme quand on... D'avoir triché en fait, de vol, triché, effectivement de vol et d'avoir triché. Il avait volé quelque chose qui ne lui appartenait pas, mais il ne reconnaissait pas, il n'employait pas ce terme de viol. Donc c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de stratégies rhétoriques, de vocabulaire qui peuvent permettre finalement de faire passer ce qui peut facilement apparaître comme un viol. En même temps, on n'avait pas assez d'éléments vraiment pour pouvoir nous-mêmes décider. C'est quand même très compliqué ces affaires-là, à partir d'une simple parole. Mais je pense que par rapport à la transmission, autour du consentement, je pense qu'il y a un énorme travail à faire là. Il y a un énorme travail à faire. Et déjà, le premier travail, c'est d'arriver à discuter, à échanger, et notamment avec les garçons, parce qu'avec les filles, il est apparu que la parole et la discussion avec les parents sont souvent plus nourries, et même souvent, les filles étaient plus demandeuses. Parfois même, se sentaient frustrées de ne pas avoir assez de relations de confiance et de ne pas pouvoir se raconter
suffisamment à leurs parents, à leur mère principalement, parce qu'elle l'estimait pas forcément toujours capable d'entendre ce qui pouvait être dit, ou dans le jugement, ou les choses comme ça. Mais c'est vrai que avant même de transmettre des recommandations, des injonctions et tout simplement une connaissance de la loi en la matière avec les garçons, ça suppose qu'il y ait des échanges sur la sexualité, qu'il y ait des échanges, alors bien sûr sur les consommations, mais là on parle de sexualité, de sexualité ou de rapport de pouvoir. D'ailleurs, un viol, on ne sait pas si c'est un acte sexuel ou un rapport de pouvoir, hein. Mais ça suppose qu'il y ait déjà communication, qu'il y ait échange entre les jeunes, les garçons, je veux dire, et leurs parents. Et c'est vrai que ce qui est apparu souvent, c'est que, surtout sur la sexualité d'ailleurs, les garçons se prenaient bien soin d'échanger, le plus souvent, c'est pas toujours le cas, hein, mais d'échanger le moins possible avec leurs parents. Donc du coup, ça suppose que les parents, là, effectivement, s'investissent massivement sur ce terrain-là. Et c'est vrai qu'il est apparu, pour différentes raisons, et notamment aussi le respect de la vie à soi, le respect de l'intimité, le respect de la vie privée de ces jeunes, de ces garçons. Les parents, souvent, montraient bien qu'ils intervenaient très, très timidement sur ces questions, de peur de les braquer ou de se faire jeter, tout simplement, ou que ce soit contre-productif, en fait. C'est vrai que sur le plan de l'éducation sexuelle, les filles sont là encore responsabilisées. Et c'était aussi l'évolution qu'on avait vue par rapport à notre matériel et par rapport à la littérature, c'est que dans les années 80-90, les jeunes filles étaient surtout éduquées au regard des grossesses non désirées, alors qu'aujourd'hui, elles sont plutôt éduquées en termes de prévention justement des violences sexuelles. Et les garçons, on le redit, hein, n'avaient pas cette éducation-là. Et par rapport à la situation que j'ai décrite, c'est aussi un effet renforcé par des stéréotypes de genre. C'est-à-dire que les jeunes filles qui sont consommatrices, qui sont dans des états seconds du fait de leur consommation, sont là encore perçues comme des filles sexuellement faciles. Et ça peut renforcer aussi le passage à l'acte du côté des garçons. L'ambiguïté et j'ai envie de dire leur malheur, c'est que là aussi elles sont culpabilisées et responsabilisées si elles subissent ces violences-là. C'est-à-dire qu'au fond, là encore, c'est comme à chaque fois on nous dit mais finalement, qu'est-ce que vous faisiez en jupe, vous êtes fait violer. Ça va être la même chose, c'est-à-dire oui mais vous aviez bu, oui mais vous aviez consommé, alors qu'on n'interroge pas en fait le comportement et le passage à l'acte du côté des garçons. Et là aussi il n'y a pas forcément une éducation. Les jeunes pouvaient nous évoquer des passages à l'acte du côté des violences physiques, où là il y avait un discours qui pouvait nous être raconté du côté des garçons, quand ils ont pu se battre entre eux ou se battre avec d'autres garçons inconnus, mais il n'y avait pas forcément de réflexion sur le passage à l'acte en termes de sexualité facilitée par les consommations. Et là aussi on responsabilise et on culpabilise les jeunes filles de ce côté-là. Et ça ressortait bien du côté des discours, c'est-à-dire que quand on interrogeait ces jeunes sur mais au fond c'est quoi la limite, ou ce sont quoi tes limites, et chez les jeunes filles c'était justement ça. La limite c'était de ne pas perdre le contrôle, d'être toujours avoir le contrôle sur ces consommations-là, de peur justement, comme elle disait, d'être entraînée par des garçons ou de faire des comportements qu'elle pourrait regretter le lendemain. Et donc ça paraissait bien et ça expliquait aussi la plus grande modération du côté des consommations et du côté des filles, parce qu'elles sont toujours plus à même de devoir se contrôler pour ne pas perdre le contrôle. Alors que du côté des garçons, eux, ils ne sont pas forcément exposés au risque de subir justement ce type de violence-là, et ce qui peut aussi expliquer que, en tout cas en partie, qu'ils peuvent s'autoriser davantage d'excès parce qu'ils n'ont pas à gérer et ils n'ont pas à se protéger de ce type de violence. Oui, j'aimerais rebondir aussi sur le concept de responsabilisation et vous retourner la question, est-ce que c'est vraiment dans le contexte familial finalement que la responsabilisation des jeunes est la plus efficace? Parce qu'il y a plein de cas que vous avez démontrés qui montrent véritablement qu'il y a une certaine impuissance de la famille à répondre soit aux besoins de confiance, donc dans l'incapacité de parler avec les parents. Il y a un autre cas aussi qui m'a un peu titillé. Vous parliez du cas du marchandage un peu. C'est-à-dire, si tu me racontes pas tout, bah, tu ne seras pas libre. Et si l'enfant, si le jeune ne raconte pas, alors il est sanctionné. Mais vous parlez pas des parents, du cas où c'est les parents qui abusent de cette confiance et donc où le jeune peut se sentir trahi. Là, évidemment, le jeune ne va pas sanctionner son parent, mais la confiance est quand même rompue et la responsabilisation ne se fera peut-être pas. Donc, dans tous ces cas-là, est-ce qu'on peut dire quelles sont les limites de la famille et est-ce que vous voyez d'autres contextes
plus large, plus efficace que la famille pour se responsabiliser et se construire en tant que soi, au-delà de tous les dangers que la famille peut transporter en fait dans la conception du monde. Alors, on n'a pas pu, effectivement, là c'est très pauvre, hein, ce qu'on a restitué par rapport à l'enquête globale et par rapport au livre, en si peu de temps, et même si, en plus, c'est pauvre dans le sens où les choses sont à peine évoquées. Mais ce que vous dites, effectivement, c'est... Alors, au niveau de la responsabilisation, il va de soi que c'est pas que dans la famille qu'il y a ce travail. Alors, quand on disait responsabilisation ou autonomisation responsable, c'est ce qui est visé par les parents. On n'est pas en train de dire que ça marche et que c'est réussi, puisque on vient justement de dire que sur des pans entiers, eh bien soit ça ne fonctionne pas, soit ça a des effets pervers, soit et ce sont les limites justement de la confiance et de l'autonomie parfois accordée un petit peu rapidement, etc. Au niveau de la responsabilisation, c'est sûr qu'entre les pairs, il y a aussi un travail de responsabilisation qui opère. Alors, il n'y a pas qu'un travail de responsabilisation, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle les influences, il y a l'entraînement réciproque, etc., entre les pairs, lors des soirées, lors des fêtes. Mais ce que les jeunes nous racontaient, en fait, souvent, lorsque, effectivement, ils préféraient en dire le moins possible à leurs parents, ça ne signifiait pas que voilà, les fêtes étaient toujours débridées et qu'il n'y avait absolument aucun contrôle et qu'on faisait ce qu'on voulait. En fait, les jeunes étaient capables de nous dire qu'il pouvait y avoir, ce qui a été étudié, ce qu'a évoqué Nicolas tout à l'heure, une perte de contrôle contrôlée, avec aussi une certaine forme de responsabilisation pour les personnes qui vont être considérées comme un petit peu les capitaines de soirée. Pas forcément pour ramener à la maison, du coup, mais en tout cas pour faire en sorte qu'il y ait le moins de dommages possible lors des soirées. Donc, entre les jeunes eux-mêmes, il y a une forme de responsabilisation qui se construit parfois totalement indépendamment de l'éducation parentale ou du discours des parents. Et puis il y a encore d'autres formes de responsabilisation. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a surtout étudié, c'était vraiment ça, hein, les relations à la fois ambiguës, complexes, entre les parents et les jeunes. On a beaucoup moins étudié, en fait, les relations entre les jeunes même, par exemple, qui sont très présentes. Alors quand on a dit que finalement les parents étaient tout à fait satisfaits et confiants quand les jeunes restaient sur place dormir, on n'a rien dit sur le fait que ça ne signifie pas que tout est permis et que les jeunes se livrent à des débauches systématiques lorsque les parents tournent le dos et rentrent à la maison et vont dormir confiants dans leur lit en disant « Ouf !» on est rassuré, ils vont pas prendre le volant, tout va bien. Même s'il y a un petit peu de ça quand même dans les discours, les parents disaient non, mais il n'y a pas de problème, hein, de toute façon, ils restent dormir sur place. Donc il pouvait y avoir ça, mais ça ne signifie pas que les jeunes se livrent systématiquement. Alors, en tout cas, nous, en tant que sociologues, on n'était pas dans une prise de position de type santé publique, soucieux des dangers que les jeunes prennent et souhaitant finalement intervenir pour réduire les risques, etc. En tant que sociologue, on n'est pas dans cette perspective-là. Donc, même si on est capable d'essayer de constater que finalement il y a des modes éducatifs qui sont dissymétriques, que les garçons finalement sont soumis à un véritable laxisme souvent par rapport aux filles, qui sont soumises à une éducation contraignante par rapport aux risques qu'elles courent. Donc on a essayé de ne pas passer à côté de ces choses-là, mais Nicolas, si tu veux compléter. Peut-être pour ajouter, oui, effectivement, en tout cas la présentation n'est pas complète hein, sur ce temps de parole, on développe davantage de choses dans le livre. Après, ça ne doit pas effectivement laisser penser que les parents seraient les seuls responsables et les seuls acteurs de cette socialisation. Puisqu'effectivement, il y a de multiples sources d'influence et de socialisation, les médias, les pairs, l'école, là en tout cas par rapport à nos adolescents. Donc effectivement, ils ont leur place. Nous, on s'est simplement intéressé sur ce que la gestion des sorties nous disait de la famille. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la famille qui a un rôle à jouer sur cet aspect-là. Après, sur la responsabilisation, Ludovic l'a dit, on ne s'est pas forcément intéressé sur la responsabilisation dans la vie quotidienne, dans la vie universitaire, ou en tout cas comme la manière dont il se projetait. C'était vraiment la responsabilisation au regard de sa capacité à sortir et à ne pas se mettre en danger ou à mettre en danger les autres. Et sa responsabilité par rapport aux consommations. C'est vraiment cette dimension-là qui nous a intéressés dans
dans l'étude. Et puis ensuite, pour le point, si je ne me trompe pas dans ce que vous avez dit, effectivement, la relation de confiance, elle n'a pas toujours lieu. Je pense là encore à au cas de 2 jeunes filles, l'une pour laquelle les parents étaient extrêmement contrôlants et ne lui laissaient aucun espace de liberté, venaient la contrôler en permanence, elle n'avait pas le droit de sortir, elle avait très peu de droits concernant l'usage de son téléphone portable, elle était à l'époque en internat et ses parents pouvaient aussi venir à l'improviste à l'internat, vérifier qu'elle ne sortait pas le soir, qu'elle n'était pas devant l'internat à fumer des cigarettes ou autre avec ses camarades. Et donc il y a ces formes vraiment de contrôle, et puis il y a d'autres formes aussi de surprotection. Là aussi, on a un exemple d'une famille où c'était ici la mère qui nous disait bah voilà, j'ai trop protégé ma fille, pas forcément dans le contrôle, hein, mais en tout cas vraiment dans la protection, et elle se rendait compte finalement qu'elle ne l'avait pas rendue suffisamment autonome et qu'elle n'était pas préparée justement à sa vie universitaire parce qu'elle était pleine d'angoisse à l'idée de se retrouver seule dans une autre ville, etc. Donc effectivement, la relation de confiance, elle n'est pas forcément pleinement assurée, mais en tout cas c'est vraiment en termes d'objectifs, là encore d'idéal, de viser vers cette responsabilisation et cette autonomie responsable du côté des parents. Peut-être, oui, un dernier mot là-dessus. C'est vrai que si on s'est centré sur les relations entre les parents et les jeunes, c'est que c'est souvent délaissé dans la littérature sur les sorties ou les consommations, les prises de risques des jeunes. Souvent, on oublie les parents, on oublie l'éducation parentale, on oublie comme si, une fois que les jeunes sortent de la maison, même lorsqu'ils doivent rentrer le soir ou le lendemain à la maison, il y a beaucoup d'études qui font comme si les jeunes, après, se retrouvent entre eux, et puis voilà, la famille n'existe plus, le monde extérieur n'existe plus. Nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que non, la famille reste encore très présente, soit directement, soit indirectement, soit à travers les modèles de socialisation et les modèles normatifs qui ont été transmis, ou au contraire par l'absence de ces modèles transmis. Mais ce qui est très clair, c'est que ce qu'on a essayé de mettre en évidence, c'est que même les modes de consommation des jeunes, en fait, nous en apprenaient sur la relation des jeunes à leurs parents. Et qu'on ne pouvait pas seulement les penser comme le résultat du fait que les jeunes se retrouvent entre eux, ce qui est vrai par ailleurs, beaucoup plus peut-être qu'avant, où les fêtes étaient davantage mixtes entre les parents et les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, assez rapidement, aiment bien faire leur soirée entre eux, etc. Et les parents laissent la maison pour le week-end ou pour la soirée. Mais ça ne veut pas dire que ces consommations-là, et même ces prises de risques, nous apprennent rien de la famille. En fait, c'était ça notre point de départ, c'est-à-dire la famille est un petit peu oubliée dans l'étude des consommations et des surconsommations, notamment des jeunes aujourd'hui.